Coucou Cécile! Alors aujourd'hui, je vais revenir sur tous les films Spider-Man, films et sagas avec lesquels j'ai grandi. C'est mon super-héros préféré et avec la sortie de Brave New Day, je me suis refait tous les films et je me suis régalé. Et pour parler de tous ces films, on va jouer en même temps à Spider-Man 2 sur PS5. Et on va commencer tout de suite avec Spider-Man 1 fait partie de ces films qui ont largement dépassé le statut de simple film culte. Il symbolise le début des années 2000, une période où les super-héros se sont véritablement imposés au cinéma, aux côtés notamment des X-Men. C'est aussi l'une des œuvres les plus marquantes de la carrière de Sam Raimi, qui, une vingtaine d'années plus tôt, avait déjà révolutionné le cinéma d'horreur avec Evil Dead. On retrouve ici toute la vision d'un véritable auteur, à une époque où les studios laissaient encore une réelle liberté créative aux réalisateurs, bien davantage qu'aujourd'hui dans le MCU par exemple. Le film marque également les débuts de Tobey Maguire dans le rôle de Spider-Man, une interprétation devenue iconique qui alimentera pendant des années le débat sur qui est le meilleur interprète du héros, une fois qu'Andrew Garfield et Tom Holland l'auront incarné. Face à lui, Willem Dafoe livre une prestation exceptionnelle dans le rôle du bouffon vert, un Norman Osborn qui reste encore l'une des meilleures performances d'un antagoniste dans un film de super-héros. Un méchant à la fois effrayant pour lequel on peut avoir une certaine empathie. Plus de 20 ans après sa sortie, Spider-Man commence forcément à accuser le poids des années sur certains aspects techniques, mais il conserve intactes toutes les qualités qui en ont fait un classique. C'est un film qui a marqué son époque et qui a profondément influencé le cinéma de super-héros. Il y a clairement eu un avant et un après ce film, et il demeure encore aujourd'hui une merveille du 7e art. Spider-Man 2, c'est l'opus de la trilogie de Sam Raimi que j'apprécie le moins. Dans ce nouvel opus, l'homme araignée affronte le Docteur Octopus, brillamment interprété par Alfred Molina, qui livre une prestation devenue emblématique. Pourtant, malgré toutes ses qualités, c'est un film que j'ai toujours trouvé certes très bon, sans jamais réellement l'adorer. D'un point de vue cinématographique, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher. Sam Raimi y imprime une nouvelle fois sa patte de réalisateur, allant même jusqu'à proposer une scène de pure horreur. L'un des aspects que j'apprécie le plus dans cette trilogie, c'est que même s'il s'agit de films de super-héros, tout ne tourne pas uniquement autour de Spider-Man. Le récit prend le temps de développer chacun de ses personnages et leurs différentes sous-intrigues, donnant à l'ensemble une véritable dimension humaine. Cette approche apporte par moments une réelle patte et distingue clairement le film des productions plus industrielles où l'action et le héros prennent toute la place. C'est cette écriture plus posée qui fait toute la force de Spider-Man 2. Et c'est un film qui a aussi son lot de scènes iconiques. La puissance du soleil dans le creux de ta main, ou alors la scène du braquage de banque. Même si ce n'est pas mon préféré de la trilogie, je reconnais sans difficulté qu'il reste un grand film de super-héros. Spider-Man 3, c'est l'un des films que j'ai le plus regardé lorsque j'étais enfant, et encore aujourd'hui, c'est mon Spider-Man préféré. Troisième et dernier volet de la trilogie de Sam Raimi, il voit Spider-Man affronter l'Homme-Sable, mais aussi Venom, qui reste à mes yeux mon antagoniste Marvel préféré. Malgré les adaptations avec Tom Hardy super naze, pour moi, Spider-Man 3, c'est un film qui a l'air incompris, et sans doute l'un des meilleurs films de super-héros, ou en tout cas le plus fort émotionnellement. J'imagine d'ailleurs qu'à sa sortie, l'apparition du costume noir devait susciter une hype incroyable. Ce qui rend le film si puissant, au-delà du spectacle, c'est qu'il aborde des thèmes profondément humains. Harry est consumé par son désir de vengeance envers Peter après la mort de son père, une obsession qui le détruit peu à peu. De son côté, Flynn Marco commet des actes condamnables, mais il est avant tout animé par une cause profondément touchante, sauver sa fille. Sa phrase «Je trouvais l'argent, rien ne m'arrêtera» résume parfaitement son personnage et pousse le spectateur à éprouver de l'empathie pour celui-ci. Parce qu'en soi, c'est pas réellement un antagoniste, c'est juste un père de famille perdu, qui même s'il a fait des choses illégales, garde un côté honorable dans le fond. Peter lui aussi est aveuglé par la vengeance après certaines révélations, avant de comprendre que celle-ci ne lui apportera jamais la paix qu'il cherche. Tout le sens du film se trouve dans ce magnifique final où Peter et Flint s'expliquent enfin, et où le pardon prend le pas sur la haine. La dernière réplique de Flint lorsqu'il avoue tout ce qu'il a fait, et qui lui dit que tout ce qui lui reste c'est sa fille, mais c'est juste hallucinant. J'apprécie énormément le traitement du symbiote, malgré quelques scènes devenues célèbres pour leur côté excessif. Cette version plus sombre de Peter illustre parfaitement l'influence destructrice du costume sur sa personnalité. Sam Raimi ne cherche pas seulement à rendre Spider-Man plus agressif, mais à montrer comment la colère, la vengeance peuvent corrompre même les meilleurs d'entre nous. Ajoutez à ça une mise en scène toujours aussi inspirée, une scène de grue spectaculaire et un affrontement final dantesque, et on obtient à mes yeux l'un des plus grands films de super-héros jamais réalisés.
C'est un immense film qui continue de me marquer à chaque visionnage. The Amazing Spider-Man 1. J'ai découvert Andrew Garfield grâce à cette adaptation et je l'ai ensuite adoré dans de nombreuses autres œuvres. Notamment Tu ne tueras point, j'aime énormément cette nouvelle version de Spider-Man qui, malgré quelques défauts, apporte une vision différente et rafraîchissante du personnage. Le choix de revenir au lance-toile mécanique plus fidèle aux comics permet de distinguer cette incarnation de celle de Sam Raimi, tout en restant cohérent avec le personnage de Peter Parker. Andrew Garfield est excellent dans le rôle et propose un Spider-Man plus drôle, plus énergique, sans jamais perdre la sensibilité qui fait tout le charme du héros. Les scènes d'action sont très réussies et mettent parfaitement en valeur son agilité. L'antagoniste fonctionne également très bien, j'avais déjà adoré le lézard dans le Spider-Man 3 sur PS2, alors le retrouver au cinéma, c'était un vrai plaisir. La romance entre Peter et Gwen constitue d'ailleurs l'un des plus grands points forts du film. L'alchimie entre Andrew Garfield et Emma Stone est tout simplement magique et rend leur relation totalement crédible, naturelle et touchante. J'ai également plus de réserves sur le traitement de la promesse au père de Gwen. Peter décide d'abord de s'éloigner d'elle pour le respecter avant de finalement revenir en expliquant les meilleures promesses sont celles que l'on ne tient pas. J'ai toujours trouvé cette résolution un peu facile. Malgré ça, je trouve que Amazing Spider-Man représente parfaitement la transition entre le cinéma d'auteur porté par Sam Raimi et l'approche plus industrielle que les films du MCU apporteront par la suite. Amazing Spider-Man 2, c'est une excellente suite, toujours aussi palpitante. Cette fois, Spider-Man doit faire face à deux antagonistes emblématiques, Electro, brillamment interprété par Jamie Foxx, et une revisite du Bouffon Vert au travers d'une version mutante du personnage incarné par Dendian. Je trouve d'ailleurs ce dernier très bon dans le rôle et largement sous-estimé en tant qu'acteur. En revanche, le pseudo-cliffhanger du précédent film autour de la relation entre Peter et Gwen est totalement annulé dès les premières minutes, ce que j'ai trouvé assez maladroit. Heureusement, le costume de Spider-Man change aussi, je pense que c'est celui-là mon préféré. Le point fort du film reste évidemment son final. Lors de mon premier visionnage en salle, j'avais été véritablement surpris par le choix de faire mourir Gwen, un événement particulièrement marquant et rare dans un film de super-héros de cette ampleur. Je me souviens encore de cette séance, au moment de sa chute, j'avais l'impression que le temps s'était arrêté dans la salle. Plus personne ne bougeait, plus personne ne respirait presque. C'était un véritable choc et un immense moment de cinéma de super-héros. La mise en scène de cette séquence est d'une efficacité redoutable et l'émotion qui s'en dégage reste intacte aujourd'hui, et c'est notamment dû à l'excellente prestation d'Andrew Garfield. Vu que c'est mon super-héros préféré, j'apprécie sur le global quasiment toutes ses adaptations, et Amazing Spider-Man 2, c'est une très bonne suite. Spider-Man Homecoming. Avec ce film, on entre dans une nouvelle vision du personnage en découvrant un jeune Peter Parker pleinement intégré au MCU. Après son introduction réussie dans Captain America Civil War, il ne s'agit donc pas d'une nouvelle origin story. Le film fait le choix de ne pas revenir sur la morsure de l'araignée ni sur l'oncle Ben, préférant plonger directement le spectateur dans le quotidien d'un adolescent passionné de science qui tente de trouver sa place entre sa vie de lycéen et de super-héros. C'est justement cette orientation qui me laisse le plus partager. L'humour typique du MCU est très présent, mais je le trouve souvent un peu lourd, tout comme l'aspect teen movie qui prend parfois trop de place. Par moments, j'ai davantage l'impression de regarder un film destiné à un jeune public qu'un véritable film Spider-Man. Cette nouvelle version de MJ m'a également jamais vraiment convaincu et je la trouve bien moins intéressante que les précédentes, copines de Peter. En revanche, le film possède un immense point fort, Michael Keaton. Son interprétation du vautour est géniale et en fait un antagoniste assez réussi du MCU. Je trouve simplement dommage qu'un personnage aussi fort évolue dans un film qui adopte un ton aussi léger. Il apporte une vraie menace et une intensité qui contraste avec l'ambiance générale cour de récré du film. Je déteste pas Homecoming, loin de là, je le trouve simplement très moyen comparé aux précédentes adaptations et même à celles qui suivent. Il reste un blockbuster efficace, mais c'est le film Spider-Man que j'aime le moins. Spider-Man Far From Home. On reprend directement après les événements d'Avengers Endgame et on retrouve un Peter encore profondément marqué par la mort de Tony Stark. Alors j'apprécie cet opus qui montre un côté un peu plus émotionnel de Peter, ce qui apporte une vraie continuité au personnage. Le voyage scolaire est une bonne idée, et ça permet de découvrir de beaux décors tout en changeant des habituels endroits new-yorkais. Comme souvent dans le MCU, l'humour est omniprésent, et cette fois-ci ça fonctionne relativement bien, c'est moins lourd que dans le précédent. Ça apporte de la légèreté sans nuire aux enjeux du récit. Les scènes d'action sont spectaculaires, notamment celles impliquant Mysterio, qui donnent lieu à des séquences que je trouve visuellement plutôt pas mal, surtout en Blu-ray. Jake Gyllenhaal est excellent dans le rôle de cet escroc manipulateur. Le final avec les drones est vraiment très cool et conclut bien le film. L'un des aspects que j'ai apprécié particulièrement dans cet opus est le développement de MJ.
Je la trouve beaucoup plus attachante que dans Homecoming, son personnage gagne en profondeur et perd peu à peu ce côté sarcastique, froid, presque caricatural. Sa relation avec Peter est plus naturelle et leur alchimie fonctionne plutôt bien. Au final, c'est un opus vraiment sympathique. Spider-Man No Way Home, c'est un film assez particulier. À mes yeux, c'est un chef-d'œuvre de fanservice et c'est déjà énorme. J'adore ce film, mais avec le recul, je lui reconnais qu'il soulève plusieurs incohérences. La première concerne le multivers. Dans Far From Home, Peter apprend déjà son existence, alors que dans sa discussion avec Strange, il semble la découvrir à nouveau, ce qui crée une certaine confusion. J'ai également du mal avec le déclenchement du sort de Strange. Voir un personnage aussi expérimenté, qui a tout de même été le sorcier suprême, échouer un sort aussi important parce que Peter ne cesse de l'interrompre en ajoutant des exceptions m'a toujours paru un peu facile scénaristiquement. En revanche, tout ce qui touche au fanservice est absolument exceptionnel. Voir tous ces antagonistes réunis est un véritable rêve de fan. L'arrivée de Dr. Octopus sur le pont, mais c'est immense. Et lorsque Tobey Maguire et Andrew Garfield apparaissent à l'écran, c'est absolument magique pour un passionné de Marvel et surtout de Spider-Man. Difficile d'imaginer un moment plus marquant, c'est le genre de scène qui rappelle pourquoi on aime autant ce personnage. Contrairement à certaines critiques, je trouve pas l'affrontement final sur l'échafaudage raté, au contraire, il fonctionne très bien. Après tout, le combat final de Spider-Man 3 se déroulait aussi sur un échafaudage et j'ai toujours trouvé excellent. Concernant John Watts, je ne partage pas non plus l'idée selon laquelle ça serait un mauvais réalisateur. J'ai surtout l'impression qu'il a été fortement bridé par le studio, parce que lorsqu'on regarde les films qu'il réalisait avant le MCU, on retrouve un metteur en scène capable de proposer des choses bien plus personnelles, notamment sur des films de genre. Et enfin, je trouve que Tom Holland livre ici sa meilleure prestation dans le rôle de Peter Parker. Mais c'est surtout après la mort de Tante May qu'il impressionne. La scène de son décès est bouleversante, et celle où Peter est en larmes sous la pluie face à l'écran géant diffusant les propos de J. Jonah Jameson est à mes yeux l'une des scènes les plus fortes du film. La mise en scène, la musique et l'interprétation s'accordent parfaitement pour donner une véritable intensité à cette séquence. Spider-Man No Way Home est loin d'être parfait, mais malgré ses défauts, c'est un blockbuster généreux, spectaculaire. Encore aujourd'hui, je prends énormément de plaisir à le revoir. Spider-Man Brave New Day, je pense que c'est le meilleur Spider-Man de Tom Holland. Revenir après No Way Home, c'était à mon sens un défi, vu le final de ce dernier et la dernière scène dans laquelle on retrouve Peter dans un New York enneigé. Que fallait-il attendre de Brave New Day? Des réponses et la suite des aventures du héros dans sa nouvelle vie seul. On retrouve donc un Peter anonyme encore marqué par la fin de sa vie d'avant, sans les Avengers, sans Ned et surtout sans MJ. À partir de maintenant, je pense que je vais spoiler parce que ça va être difficile de parler du film sans le spoiler. C'est évident qu'on voulait une confrontation entre les deux et nous l'avons eu. Le film va beaucoup jouer sur les émotions des spectateurs et de Peter, surtout à ce sujet devenant presque légèrement lourd, à vouloir trop nous tirer les larmes. L'idée de traiter Spider-Man par l'évolution de l'araignée, je trouve ça excellent. J'imagine que ça a déjà dû être fait dans les comics, mais ça renforce la crédibilité du pouvoir, qui ne se limite pas à juste des capacités, mais fait finalement de Peter un mutant. Et la création de la toile organique, je trouve ça génial. En plus, avec une référence à Peter 2. Tout le traitement de ses super capacités, avec notamment les yeux noirs, je trouve ça excellent aussi. Tous ces traitements de l'évolution arachnide est novateur, et au final vous imaginez ce que ça aurait pu donner Spider-Man chez les X-Men. J'ignore si ça avait fuité ou non, mais dans mes souvenirs, Sadie Sink avait un rôle secret, et l'avoir choisi pour jouer Jean Grey, ce qui nous offre Jean Grey face à Spider-Man m'a totalement conquis, avec l'une de ses capacités qui rappelle le film Témoin du mal avec Denzel Washington, où quelqu'un se balade à travers l'esprit des gens, prenant ainsi le contrôle de ces derniers. C'est aussi un film assez riche en personnages et en scènes d'action. On voit Hulk, le Punisher de John Berthold, qui forme par ailleurs un excellent duo avec Peter, instaurant dans leur scène un côté buddy movie appréciable. L'humour est présent mais bien dosé, il ne vient jamais casser des scènes importantes et tant mieux. Concernant le final, dans le fond, j'aurais peut-être aimé voir Peter mourir, surtout après un film aussi réussi. Et pour la suite du personnage de Punisher, ça aurait été intéressant de le voir vivre avec ce traumatisme d'avoir tué son ami. Mais Spider-Man rapporte beaucoup trop d'argent pour le sacrifier, c'est purement factuel, et surtout en comparant les box-office du MCU, Disney nous avait fait le coup il y a 2 mois avec Mandalorian et Grogu. Mais au-delà du récit, même si j'ai défendu John Watts, force est de constater que Destin Daniel Cretton est un meilleur réalisateur. C'est très stylisé avec de nombreuses idées dans les scènes de combat, dans les scènes de voltige, cherchant à rendre chaque scène du film marquante. Nous sommes sur un très très bon opus du MCU, qu'il est possible que je retourne voir en salle, et maintenant il ne reste plus qu'à patienter jusqu'à décembre pour Avengers, que j'attends avec grande impatience. C'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à venir sur Insta, TikTok et YouTube, et à bientôt.